Ravi de vous accueillir aujourd'hui à la Chambre de commerce. Donc, Monsieur Corret, vous avez devant vous 40-45 chefs d'entreprise normands, de toutes entreprises de toute taille. Donc la Normandie, hein, qui est une terre d'exportation, puisque la Normandie exporte à peu près 40 milliards d'euros de marchandises, alors essentiellement pétrochimie, agroalimentaire, mais donc on a une forte sensibilité aussi aux échanges, et puis je dirais qu'aujourd'hui toutes les entreprises sont confrontées, quelle que soit leur taille et leur secteur, à la concurrence étrangère ou intra-européenne. Donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est particulièrement important pour nous tous, même si on pense souvent aux grandes entreprises lorsqu'on parle de droit à la concurrence et de régulation de la concurrence. Donc nous avons proposé d'évoquer à la fois les marchés publics et puis les marchés, je ne sais pas comment on peut les qualifier, de commerciaux, en tout cas les marchés qui concernent nos entreprises. Donc on va vous laisser vous présenter ensuite, et puis je passe la parole à Stéphanie peut-être, oui. Voilà, qui nous a permis de vous accueillir aujourd'hui, qui nous a mis en relation. Donc le déroulé, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Une présentation que vous nous avez préparée pour nous expliquer le rôle de l'autorité de la concurrence, son fonctionnement, et puis ensuite les questions de nos chefs d'entreprise, et un cocktail où on pourra à nouveau échanger et puis partager les différents points. Voilà. Je parle là et je vous rejoins, c'est ça? Si tu veux, Stéphanie, ouais. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Manuel, et un grand merci au MEDEF. Je vois son président Pascal ici, à la CPME. Je vois Stéphanie Posa, l'ancienne vice-présidente de la CPME nationale. Merci beaucoup de ta présence. Et vraiment un grand merci pour nous permettre cet échange. Bienvenue, Monsieur le Président, cher Benoît. Bienvenue en Normandie. Bienvenue à la CCI. Bienvenue à Saint-Comté, dont j'ai eu le plaisir d'être maire pendant 5 ans. Et vraiment, je voulais aussi vraiment saluer la présence de la Fédération des travaux publics également, à travers son... Et du bâtiment, pardon, à travers son président pour la Fédération du bâtiment du Calvados. Il y a quelques jours à Lyon, tu disais en ouverture des journées de l'économie, un nouvel ordre mondial est en train de naître. On ne sait pas encore à quoi il va ressembler. Il est encore temps de le façonner pour la France et pour l'Europe. Et moi, je dirais même pour nos territoires. Je tiens beaucoup, en fait, à cette question de territoire, parce que la France, c'est des territoires. Et la France, c'est ce que vous représentez toutes et tous aujourd'hui. Il y a même des élus que je remercie, et notamment à côté Saint-Germain-la-Blancherbe. Parmi les acteurs clés qui façonnent notre territoire, eh bien, il y a les entreprises, ce qu'on appelle les patrons. Qui non seulement, et tu as parlé, Manuel, de PME, de pépites, de petites entreprises, ces acteurs clés qui finalement contribuent à l'attractivité de notre territoire, à son rayonnement, pas uniquement pourvoyeur d'emplois, mais qui participent aussi à cette dynamique. L'Europe ici en Normandie, elle est très importante. C'était à la fois pour beaucoup une évidence et une chance, avec tous ces liens historiques. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on ira faire un tour au mémorial et voir à quel point, effectivement, l'Europe et ce territoire sont intrinsèquement liés, puisque les origines de l'Union européenne, finalement, remontent à ici, et est née sur les décombres de ce conflit de la Deuxième Guerre mondiale, à quelques encablures ici, quelques kilomètres sur les plages du débarquement. Mais l'Europe, elle apparaît un peu lointaine. On le voit, dans sa bulle technocratique, trop compliquée et très facilement bouc émissaire. Et pourtant, face aux défis extrêmement importants, défis géopolitiques, des tensions, ici, nos premiers alliés étaient américains. C'est un petit peu compliqué de se dire maintenant qu'on a des partenaires un peu compliqués. Défis démographiques, démocratiques, défis numériques. On subit, et on en parle assez souvent, une pression des acteurs du numérique et des géants de la tech, y compris sur nous, les textes que nous avons adoptés pour ne pas les appliquer. Défis climatiques également. Et la France seule,
force est de constater que la France seule, dans tout ça, elle ne peut pas s'en sortir. On a des points forts et on a tendance en Europe à ne pas les reconnaître. Le premier point fort, c'est qu'on est 450 millions de citoyens, de consommateurs, d'Européens qui devront peser et qui représentent un marché, au départ un marché qu'on veut intégrer. Et cette souveraineté européenne, qui ne doit pas dépasser, qui ne doit pas remplacer les souverainetés nationales, mais qui est justement cette complémentarité et qui agit en complémentarité des souverainetés nationales, c'est cette capacité à peser économiquement, et c'est ce qu'on appelle la compétitivité. Et là, la concurrence apparaît comme une des solutions. C'est pas l'alpha et l'oméga, et comme une des solutions. Et je voulais excuser justement, quand je dis une des solutions, l'absence de certaines personnes qui devaient venir ici, mais il y a une manifestation agricole en ce moment à Caen devant la préfecture, et donc on a des représentants ici de la filière laitière, mais les organisateurs de cette manifestation notamment, et les syndicats majoritaires représentants m'ont demandé de bien vouloir excuser leur présence. Et me disaient, c'est très bien, vous allez parler de la concurrence déloyale. Alors c'est autre chose, et c'est pour ça aussi qu'on est là pour rappeler ce qu'est la concurrence. Et je te ferai pas l'affront de le rappeler, puisque ce sera donc à toi de nous en parler. Tu as justement des slides à nous présenter, mais du haut de toute cette expérience nationale que tu as, mais également européenne et internationale, que ce soit au Trésor, à la Banque Centrale Européenne, à la Banque des règlements internationaux, désormais à la tête de l'autorité la concurrence française, à la tête aussi du comité de la concurrence de l'OCDE. Ton expertise, ta voix, tes éclairages comptent énormément, et on voit bien que ces territoires, les territoires sont intrinsèquement liés effectivement à la situation nationale, à la situation européenne, à la situation internationale, et vous le vivez tous les jours. Et donc, dans ce contexte mondial, l'Europe arrive vraiment dans un tournant, et en fait, on doit vraiment faire face à des défis qui apparaissent vraiment comme existentiels. Et certains d'entre vous ont aussi attiré mon attention, et le font régulièrement, sur ces problèmes de concurrence, ces problèmes de disparition, d'isolement sur des marchés, des petites PME qui se retrouvent finalement, entre guillemets, écrasés à la fois par des normes, écrasés aussi par des géants. Et donc c'est aussi peut-être parfois le rôle, et sûrement le rôle du droit de la concurrence, alors qui s'applique par l'autorité de la concurrence française, mais également par la Commission européenne, quand on veut parler de marchés plus européens pour la faire, et plus communautaires pour la faire plus courte. Alors le choix finalement, il est simple. Soit on prend collectivement le virage de la compétitivité, à travers notamment la concurrence, et comment on fait pour lutter contre des marchés publics qui pourraient être truqués, comment on fait pour justement lutter contre des ententes, ces cartels ou collusions entre entreprises qui vont se faire au détriment bien évidemment d'autres, comment on fait pour lutter contre les abus de position dominante. Peut-être que tu reviendras sur l'une des décisions phares et majeures de la semaine dernière, lorsque vous avez sanctionné Doctolib pour abus de position dominante. Ce sera intéressant d'en discuter et de voir que justement tous les secteurs sont concernés, aucun n'est épargné, mais que c'est aussi justement dans un souci d'équité économique, de concurrence par les mérites, que vous agissez au quotidien. Et peut-être vraiment rappeler aussi qu'il y a plus d'un an, l'ancien Premier ministre italien que tu connais bien, ex-président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a publié un rapport sur l'avenir de l'Europe qui a vraiment résonné comme une alerte générale, avec un diagnostic des maladies qui touchent l'Europe, le fossé technologique, les freins à la compétitivité, on en parle encore, nos dépendances à l'extérieur, extrême dépendance, terres rares en Chine, le numérique également, l'arrivée de vagues et de tournants comme l'intelligence artificielle. Et les virus sont assez clairement identifiés, le millefeuille réglementaire, des normes inadaptées, ces obstacles au marché numérique, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il représente 450 millions de consommateurs, et que, en dépit de sa force apparente, il reste très faible car très fragmenté entre les pays. Et son diagnostic à Mario Draghi, c'est qu'il faut agir face à l'endormissement de notre vieille Europe. C'est vraiment un appel au réveil et au sursaut collectif. Alors, comment, finalement, le droit de la concurrence, la politique de la concurrence peut aider, peut être une solution avec la politique industrielle, avec la politique commerciale. On parle beaucoup en ce moment du Mercosur, pour ou contre, vous avez 3 heures, des accords de libre-échange.
Et dans ce monde qui donne le tournis, ou marqué par des incertitudes et qui pour vous sont effectivement très compliqués au quotidien à gérer, eh bien, je trouvais que la venue de Benoît, grâce à Manuel, grâce à la CCI que je remercie beaucoup, grâce au MEDEF et à la CPME, devrait vraiment pouvoir nous éclairer sur ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, mais ce qui nous reste encore à faire tous ensemble et toutes ensemble collectivement pour faire renaître cette Europe dans le concert des nations mondiales. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord vérifier que je maîtrise la technologie. Ça va. Merci à la CCI Caen Normandie et à son président, Manuel Leroux, et merci à Madame la députée européenne, Stéphanie Ancourtin, d'avoir eu l'idée de ce dialogue. L'autorité de la concurrence est à Paris. On a une compétence nationale, mais on n'a pas de service déconcentré dans les territoires, donc c'est très important d'aller au contact et de dialoguer. Et d'ailleurs, beaucoup des affaires dont on traite sont évidemment pas à Paris, mais un peu partout en France, d'ailleurs aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-mer, où on a aussi compétence. Mais j'y reviendrai dans un instant. Donc j'ai préparé une petite présentation de l'autorité de la concurrence qui peut servir aussi à pointer un certain nombre de sujets dont on peut débattre ensuite, et qui va vous permettre de comprendre mieux ce qu'on fait et comment on le fait. Peut-être avant de revenir à l'autorité de la concurrence, je vais me présenter moi. Donc Benoît Queré, je suis ingénieur de formation, je suis économiste, et j'ai un parcours dans l'administration économique en France et en Europe. Et puis au niveau international, Stéphanie l'a rappelé, à la Banque des règlements internationaux, qui est à Bâle, qui est une organisation internationale. Mais j'ai passé une grande partie de ma carrière au ministère de l'économie à Paris, à la direction du Trésor, sur des sujets soit internationaux, soit de politique économique nationale, puisque j'ai notamment été directeur général adjoint du Trésor, où je m'occupais des questions de politique économique, mais également du soutien à l'export. C'était juste après que le Trésor est fusionné avec la DRE, avec la Direction des relations économiques extérieures. Et donc j'ai fait beaucoup de crédits export et de soutien au commerce extérieur avec UbiFrance, avec les régions d'ailleurs aussi, et un certain nombre d'acteurs déconcentrés. Donc je n'ai pas traité que de sujets européens. Et ensuite, j'ai passé 8 ans à la Banque Centrale Européenne, à Francfort, pendant la crise de l'euro. Donc là, c'était assez intense, sur les réponses à cette crise, aussi bien en termes de politique monétaire que dans différents pays, et notamment au Portugal, en Irlande, en Grèce, qui étaient au bord de la faillite et de la catastrophe pour leurs citoyens. Donc tout ça paraît loin, mais c'est une période où l'Europe est passée vraiment tout près du gouffre. Alors, maintenant, je dirige l'autorité de la concurrence, qui est à Paris, qui a une compétence donc pour l'ensemble du territoire national, sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, qui ont leur propre autorité de concurrence, parce que l'ensemble de la compétence économique a été dévolue au niveau local, au pays, en Polynésie, et aux régions et aux territoires en Nouvelle-Calédonie. Mais on est compétent dans les territoires d'outre-mer, et j'en parle parce qu'on va peut-être pas en parler beaucoup aujourd'hui, ici, mais il y a des problèmes majeurs de coût de la vie et de vie chère en outre-mer, avec un niveau de prix qui est supérieur de 20 à 50% selon les produits. Dans l'alimentaire, c'est 40% plus cher qu'en métropole. Et donc on est par exemple en train de faire une plongée dans le détail sur la chaîne de distribution agroalimentaire en Martinique. C'est une des conséquences du protocole sur la vie chère en Martinique qui a été signé l'an dernier. Et on regarde d'assez près toutes ces questions-là. Pour le reste, l'autorité de la concurrence, c'est une autorité administrative indépendante. Ça veut dire qu'on fait pas partie on fait partie de l'État. On est un service de l'État. On n'a pas de personnalité morale. On agit au nom de l'État, mais on est indépendant, donc on ne rapporte pas au gouvernement. On rapporte au Parlement, donc je suis très souvent auditionné par les commissions économiques de l'Assemblée et du Sénat pour expliquer ce qu'on fait. Mais le gouvernement n'a pas autorité sur nous.
même si on est en transparence sur beaucoup de sujets, parce qu'il faut qu'ils sachent ce qu'on fait, mais en tout cas, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'on fait. On est relativement petit par rapport à nos homologues internationaux, hein, c'est 200 agents à Paris, l'autorité de la concurrence, avec un budget d'environ, même très précisément de 25 millions d'euros, sachant, et je vais y revenir pour expliquer comment et pourquoi, que l'an dernier, en 2024, l'autorité de la concurrence a rapporté aux caisses de l'État 1,4 milliard d'euros d'amendes sur les entreprises. Alors vous allez comprendre pourquoi le chiffre est aussi élevé, parce qu'il s'agit de très grandes entreprises, et en particulier d'entreprises internationales. Mais voilà, le rapport rendement-coût, si vous mettez 1 euro dans l'autorité de la concurrence, on en rapporte 50 pour le contribuable. Enfin, c'est ce que j'explique toujours au Parlement quand je vais les voir. Ça, d'ailleurs, ils ne me donnent pas plus d'argent pour autant, mais c'est tout ça pour dire que 25 millions, en fait, c'est pas très cher payé. Et on est beaucoup plus petit que nos homologues allemands ou britanniques ou même italiens ou espagnols qui ont plus de staff et qui font plus de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que la concurrence ? C'est un terme très général. La concurrence, c'est le moteur finalement de l'activité économique dans une économie de marché. On est dans une économie de marché, même si elle est très réglementée. D'un point de vue juridique, la compétence de l'autorité de la concurrence, elle est assez étroite et elle s'exerce dans 3 domaines. D'une part, détecter et sanctionner des pratiques anticoncurrentielles. Et qu'est-ce que c'est qu'une pratique anticoncurrentielle ? Pour simplifier, et je vais y revenir ensuite pour illustrer, c'est soit des ententes entre concurrents, qu'on appelle souvent des cartels, mais qui peuvent être des ententes sur des marchés publics. Stéphanie en a parlé et je vais en reparler. Soit des abus de position dominante et qui sont sanctionnés dans le code de commerce. La deuxième mission de l'autorité, c'est de contrôler les opérations de concentration. Au-dessus de certains seuils, deux entreprises qui fusionnent doivent venir nous voir et on doit l'autoriser. Donc on a à peu près on a un nombre croissant d'opérations. Cette année, ça va être un peu plus de 300 opérations autorisées. L'an dernier, c'était un peu moins de 300. Sachant que au-dessus d'un certain seuil, ça va à Bruxelles. Donc quand c'est des entreprises mondiales qui fusionnent, ça va directement à Bruxelles. Et c'est la Commission européenne. Donc, je sais pas moi, les grandes opérations, le rachat la fusion entre... Alstom Siemens, c'était à Bruxelles, effectivement, ça avait été interdit par Bruxelles. C'était pas l'autorité française. Je sais pas, Hachette, Editis, ou bien les grandes opérations en ce moment dans la défense, sur les satellites. Tout ça, c'est traité par la Commission européenne, pas par nous. Mais quand les entreprises ont leur chiffre d'affaires majoritairement en France, c'est nous. Et ça peut être quand même des grosses opérations. Donc, par exemple, on entend beaucoup parler d'une possible vente de SFR. Rien nous a été notifié, donc c'est pour un avenir peut-être proche, mais ça n'est pas encore été. Ils sont pas encore venus nous voir. Il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord entre eux. Ça a l'air assez compliqué. Mais cette opération-là, une partie devra être traitée par l'autorité de la concurrence française, notamment parce qu'un des groupes, le groupe Bouygues, a son chiffre d'affaires en France. Et donc c'est nous qui devrons regarder cette partie-là. Donc ça, c'est la deuxième mission, les contrôles des opérations de concentration. Et puis on a une troisième mission qui est d'animer le débat public, notamment à travers des avis, qui peuvent être soit demandés par le gouvernement, soit demandés par le Parlement, soit demandés par des organisations professionnelles, dont certaines sont dans cette salle. Donc vous pouvez saisir l'autorité de la concurrence pour avis. Alors souvent on dit non. Pourquoi ? C'est pas qu'on n'a pas envie de travailler, c'est que souvent la question est trop proche d'un sujet contentieux. Donc si vous nous interrogez sur la structure de la concurrence dans un secteur très précis où il y a 2 entreprises et des pratiques qui ont déjà fait l'objet de signalements, etc., on va traiter ça au contentieux. On ne peut pas faire un avis parce que tout ce qu'on dirait en avis pourrait compromettre l'objectivité du débat contradictoire qu'il y a quand on traite ça au contentieux. Donc on est assez les avis, ça doit être sur des sujets généraux de fonctionnement d'un secteur. Ça peut pas être sur des comportements d'entreprise parce que ça c'est trop proche du contentieux. Et en creux, il y a des sujets de concurrence qui en bon français sont de la concurrence, mais dont on ne s'occupe pas.
Et ça, je le précise parce que c'est pas forcément évident dans le débat public de savoir qui fait quoi. Donc, il y a un sujet qui relève strictement du droit de la concurrence, mais qui n'est pas chez nous, c'est les aides d'État. Ça, c'est la Commission européenne qui s'en occupe à Bruxelles pour toutes les entreprises européennes. Et ça passe pas par l'autorité de la concurrence. Il y a un certain nombre de sujets qui sont traités par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des fraudes à Bercy, qui sont tout ce qui relève du droit de la protection du consommateur en général, et de ce qu'on appelle les pratiques restrictives de concurrence, qui sont des pratiques commerciales. Donc par exemple, une terminaison abusive de contrat, ça va pas chez nous, ça va à la DGCCRF. Alors la distinction est assez subtile, hein, parce que on pourrait imaginer une entreprise en position dominante qui termine abusivement ses contrats, et à ce moment-là, ça devient peut-être un abus de position dominante. Donc on discute beaucoup avec la DGCCRF pour savoir qui fait quoi, mais disons que tout ce qui est pratique commerciale, ça va à la DGCCRF ou directement au tribunal de commerce d'ailleurs, hein, quand c'est des conflits entre entreprises. Mais c'est pas du droit de la concurrence. Voilà. Le droit de la concurrence, comme je l'ai dit, c'est principalement les ententes et les abus de position dominante. Et puis il y a évidemment un sujet qui est très important pour l'avenir de nos économies, de nos territoires, mais qui n'est pas chez nous non plus, c'est la politique commerciale. Donc le Mercosur, les droits de douane, les mesures de protection contre Chine, par exemple. Tout ça, c'est évidemment très important, mais ce n'est pas la compétence de l'autorité de la concurrence, c'est traité directement par le gouvernement, en réalité. On peut avoir un avis, parfois on est consulté sur certains aspects, mais ce n'est pas des décisions qu'on peut prendre nous. Voilà. Alors, un mot un peu plus précis avec des exemples, hein, sur ces différentes pratiques anticoncurrentielles. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux pratiques, les ententes et les abus de position dominante. Vous voyez sur la diapositive que je mentionne à la fois la loi française, le code de commerce, et le droit européen, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le droit de la concurrence, c'est une compétence de l'Union, c'est pas une compétence nationale. Et on a un modèle qui est très original, et je trouve assez intéressant dans les débats actuels sur la souveraineté, et puis qu'est-ce qui doit être au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui doit être au niveau national. On a une compétence de l'Union européenne, mais qui est exercée conjointement, en parallèle, par la Commission européenne et par des autorités nationales. Alors que moi j'ai été à la BCE, la politique monétaire, il n'y a qu'une seule institution qui s'en occupe, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est une institution européenne. La Banque de France, elle fait beaucoup de choses très utiles, mais pas de la politique monétaire. Ça, c'est la politique monétaire, elle est à Francfort. Alors que l'application du traité sur l'Union européenne en matière de concurrence, elle est faite aussi au niveau national, et 90% des décisions prises sur la base du droit européen en matière de concurrence ont été prises par des autorités nationales. Et Stéphanie a parlé de Doctolib. C'est une décision qu'on a prise en invoquant l'article 102 du traité. On applique le droit européen directement en France. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un modèle intéressant ? Parce que c'est un modèle où il y a une compétence de l'Europe, mais qui est exercée par une autorité nationale, qui a des ramifications nationales, qui est mieux connectée au territoire, et qui est probablement plus... comment dire, qui a de meilleures connexions locales que la Commission européenne. Bon, déjà, nous, on est loin des territoires à Paris, mais alors si c'était à Bruxelles, ça serait encore plus loin. Et donc il y a beaucoup de dossiers, je pense, qu'on traite mieux avec cette perspective et ces réseaux d'information nationaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entente ? C'est des entreprises qui sont en concurrence sur un marché et qui se parlent. Je dirais un mot plus précis dans une seconde des ententes sur les marchés publics, mais il y a aussi des ententes sur des marchés commerciaux. Donc typiquement, ça peut être soit des ententes dites horizontales. Là, pardon de rentrer dans la technique juridique. Les ententes horizontales, c'est quoi ? C'est des entreprises concurrentes qui se parlent. Donc on a toute une série de décisions historiques, on appelle souvent ça des cartels, hein. Donc c'est dans des secteurs très concrets, hein. Donc on a toute une série de décisions dans l'histoire de l'autorité, le cartel des compotes, le cartel du jambon, le cartel des panneaux de signalisation. C'est des affaires qui sont assez célèbres. On a d'ailleurs un podcast sur notre site où on explique la manière dont on a détecté et enquêté sur ces cartels façon un peu enquête policière. Voilà, ça a beaucoup de succès dans les classes de SES parce que c'est une manière très concrète de voir ce que c'est que la concurrence. Donc tout ça, c'est un podcast qui est sur notre site.
Et comment est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on les détecte? D'abord, la DGCCRF nous aide beaucoup parce que eux, ils ont des brigades un peu partout en France. Donc, ils sont à l'écoute, ils entendent des choses, ils nous font des signalements. Ils peuvent faire des rapports d'enquête qu'ils nous envoient. Et ensuite, on peut prendre le relais. En matière d'entente, il y a une procédure qui s'appelle la procédure de clémence, qui fait que l'entreprise qui participe à une entente peut venir nous voir, et si elle est la première à dénoncer l'entente, elle peut avoir une réduction, voire une exonération totale de peine. C'est une procédure qui marche très bien. Notamment, alors ça marche d'ailleurs beaucoup quand les entreprises sont rachetées, parce que voilà, on rachète une entreprise, on nettoie, le commissaire aux comptes regarde un peu tout et dit, bah voilà, il y a quand même quelques sujets, et donc on va voir l'URSSAF, on va voir peut-être le parquet national financier si c'est vraiment grave, et on va voir l'autorité de la concurrence pour expliquer qu'on a vu des choses qui n'étaient pas très propres et pour nettoyer tout ça. Et cette entreprise qui va dénoncer le cartel, si elle apporte des informations suffisamment utiles, on va l'exonérer complètement de sanctions. On peut perquisitionner dans les entreprises, ça s'appelle des opérations de visite et saisie. Alors il faut l'autorisation d'un juge des libertés, il faut y aller avec un officier de police judiciaire, mais ensuite on le fait assez souvent en réalité, afin de rassembler des preuves. Alors les preuves on les publie, hein, donc dans nos décisions il y a souvent, parce que c'est un travail qui est quasiment pénal de sanctionner une entreprise. C'est du droit administratif, mais c'est quand même c'est une sanction. Donc il y a des exigences évidemment de contradictoire, de respect des droits de la défense, de protection du secret des avocats, etc. On respecte tout ça, et il faut avoir de bonnes preuves. Et donc quand on a des bonnes preuves, on condamne, et on les montre dans nos décisions. Donc on a des exemples, y compris dans la décision Doctolib dont parlait Stéphanie. On a sélectionné quelques emails assez savoureux qu'on a publiés dans notre décision. Donc par exemple l'email où, je le dis parce que c'est public puisqu'on l'a publié, l'email où le directeur juridique dit mais on est en position dominante et on impose des clauses d'exclusivité à nos clients, vous savez bien que c'est illégal. Et le président dit oui, je sais, mais on va continuer quand même. Bon, voilà. Donc tout ça, on a les mails et ensuite on les a publiés. De même, quand on a condamné Essilor, également pour abus de position dominante, parce qu'ils refusaient de vendre en ligne, enfin de vendre leur verre optique à des distributeurs en ligne, des pure players du verre. Il y a un échange de mails où il y a une boucle de mails où quelqu'un dit et si on disait que c'est mauvais pour la santé de vendre les verres en ligne? Alors le directeur médical qui est dans la boucle dit mais tu sais bien que c'est pas vrai. Et le directeur juridique dit mais on va avoir des problèmes avec l'autorité de la concurrence. Et puis le directeur général dit bah allons-y quand même, on va essayer. Donc voilà. Tout ça, le problème c'est qu'on l'a vu et on les a condamnés. Voilà. Donc ça c'est notre métier, c'est un métier d'investigation et un métier quasi pénal dans ce domaine très particulier qui est la concurrence. Les abus de position dominante, c'est quelque chose de différent. C'est quand une entreprise est en position dominante sur un marché. Il n'y a pas de définition arithmétique. Donc c'est, disons que quand une entreprise a plus de 50% de part de marché, il y a une sorte de présomption qu'elle est en position dominante. Mais il est possible qu'une entreprise ait plus de 50% de part de marché, mais qu'elle ne soit pas en position dominante, si ses clients ont un pouvoir de négociation très fort. On pourrait imaginer une entreprise, je ne sais pas, de l'agroalimentaire qui vend à la grande distribution, qui a peut-être plus de 50% sur un produit particulier, mais en face d'elle, il y a des centrales d'achat qui vont avoir un pouvoir à l'achat très fort. Dans ce cas-là, elle n'est pas forcément en position dominante. Et à l'inverse, elle peut avoir moins de 50% et être quand même en position dominante pour des raisons opposées. Donc il y a un faisceau d'indices, disons. Et c'est pas du tout interdit d'être en position dominante, bien sûr. Il y a des tas de monopoles dans notre économie. Il y a des monopoles naturels. Le SNCF Réseau est en monopole sur le rail. C'est normal. C'est pas un problème. Simplement, quand on est en position dominante, on a le droit européen et français dit qu'on a une responsabilité particulière. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, typiquement, des clauses d'exclusivité, c'est pas forcément un problème quand on n'est pas en position dominante, et ça devient vite un problème quand on est en position dominante. Donc, on a une responsabilité particulière de protéger ses concurrents, on va dire. C'est ce que dit le droit français et européen.
Donc dans les exemples de décisions récentes en abus de position dominante, il y a cette décision Doctolib, dont parlait Stéphanie, où il y a trois griefs. Le fait d'avoir imposé des exclusivités aux médecins qui utilisaient la plateforme de rendez-vous. Donc ils n'avaient pas le droit d'en utiliser une autre, pour simplifier. Le fait de la vente liée, le fait que pour utiliser la plateforme de rendez-vous, il fallait aussi utiliser le logiciel de téléconsultation de Doctolib. Et on ne pouvait pas utiliser la plateforme de rendez-vous avec un autre logiciel de téléconsultation. Donc Doctolib nous a dit c'est normal parce que c'est impossible techniquement de connecter les deux. Et puis les autres nous ont montré comment c'était en fait tout à fait possible. Donc ça, c'est interdit de faire de la vente liée quand on est en position dominante. Et un troisième grief qui est plus rare, qui est qu'ils ont acheté leur principal concurrent, Mon Docteur, alors qu'ils savaient que c'était donc le numéro 1 rachète le numéro 2, ils avaient déjà environ 70% de part de marché, et tous les mails internes expliquent qu'ils savent très bien que c'est pas pour améliorer la qualité de service ou pour... Il n'y a pas de motif de business, c'est uniquement pour devenir un monopole. Et c'est très clair dans la préparation de cette acquisition. Et donc ça aussi, c'est un abus de position dominante. Alors, pour faire tout ça, donc j'ai déjà mentionné les instruments qu'on a pour détecter des pratiques anticoncurrentielles, mais vous pouvez évidemment nous saisir, vous pouvez saisir l'autorité de la concurrence si vous voyez des pratiques anticoncurrentielles. Il faut que les saisines soient un peu préparées juridiquement. On peut pas dire, ça peut pas être, faut que ce soit assez précis. Donc c'est quand même mieux d'avoir un avocat qui relie tout ça. Je dis pas ça pour donner du business aux avocats, mais vu nos moyens qui sont assez limités, on peut prendre que des affaires qui sont déjà assez sérieuses. Donc il faut qu'il y ait des indices, disons assez convaincants, et il faut expliquer quelle est la motivation en droit de la concurrence. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a une infraction en droit de la concurrence? Et à ce moment-là, les services d'instruction de l'autorité vont le regarder. On peut s'auto-saisir. C'est assez nouveau d'ailleurs. Historiquement, c'était pas le cas, mais maintenant on peut s'auto-saisir. Donc si on voit une pratique, on a condamné une entente dans le secteur du matériel électrique basse tension l'an dernier. Le premier indice qu'on a eu, c'est un article de Mediapart. Parce que les journaux font leur boulot, donc ils ont signalé cette pratique et on s'est auto-saisi. Il n'y avait pas de plaignant. Dans beaucoup d'autres cas, il y a un plaignant, une entreprise saisissante. Et le plaignant, c'est souvent soit un concurrent, soit un client, soit un fournisseur, ce qui est assez logique. Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit, la DGCCRF qui nous transmet un dossier. Ensuite, il y a une instruction par les services d'instruction qui peut être assez longue parce que c'est encadré par des règles de droit et par un dialogue contradictoire. Et ça se termine par ce qu'on appelle une notification de grief, qui est l'équivalent d'une mise en examen dans notre monde. Et ensuite, il y a une séance devant le collège de l'autorité que je préside. Et donc tout ce qui est au niveau de l'instruction, c'est pas moi qui le fais. Il y a un rapporteur général avec des services d'instruction et moi, j'ai pas autorité sur eux parce que l'instruction et le jugement doivent être séparés. C'est une règle constitutionnelle. Donc en revanche, quand le dossier est prêt, quand le dossier est en l'état, le rapporteur général me l'envoie et je convoque une séance et le collège de l'autorité prend une décision. Et ensuite, ces décisions sont évidemment susceptibles d'appel, toutes à la Cour d'appel de Paris. Et puis ensuite, éventuellement, à la Cour de cassation ou à la Cour européenne des droits de l'homme, si les avocats sont particulièrement créatifs. Et ça arrive. Les sanctions, c'est souvent des sanctions pécuniaires, donc avec un plafond de 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, qu'on n'applique jamais. Donc c'est souvent, c'est typiquement plutôt 1, 2, 3%. C'est très rare qu'on aille au-delà, ça peut arriver, mais c'est rare. Avec des facteurs, il y a toute une méthodologie qui est publique, qui est sur notre site, avec des facteurs aggravants, s'il y a récidive, par exemple, etc. On peut, dans certains cas, imposer des mesures, des injonctions plus structurelles. Donc on pourrait demander de revendre, par exemple, une activité qui a été abusivement achetée, des choses comme ça. On le fait rarement, mais c'est légalement possible. Il peut y avoir des transactions qui permettent d'accélérer beaucoup la procédure. Donc il y a une reconnaissance, non pas de culpabilité, mais une reconnaissance des faits. Et il y a une fourchette de transactions et le collège décide du montant de la transaction. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et il peut y avoir également des engagements pour modifier telle ou telle pratique. Par exemple, retirer certaines clauses des contrats avec les clients, ou des choses comme ça. Et donc, comme je l'ai dit, en 2024, l'ensemble des sanctions qu'on a imposées, c'était 1,4 milliard d'euros, parce qu'il y a eu des très grosses affaires
On a mis une sanction de 250 millions d'euros à Google. Donc c'est le domaine numérique qui est très cher à Stéphanie Ancourtin, à juste titre. On a sanctionné Google parce qu'ils avaient pris des engagements devant nous concernant la rémunération des articles de presse qui sont mis en ligne sur le moteur de recherche. C'est une longue histoire. Il y a une directive et une loi française qui dit que les articles doivent être rémunérés au titre de ce qu'on appelle les droits voisins. Initialement, Google ne le faisait pas, il donnait rien. Ensuite, Google est revenu vers nous en disant oui, on va rémunérer, on a fait les calculs et on a beaucoup réfléchi et on a trouvé que la rémunération, le bon chiffre, c'est 0. Alors on leur a dit bon, c'était peut-être pas la peine de passer 6 mois pour nous dire ça. Et il y a eu des injonctions de l'autorité de la concurrence. On leur a enjoint de négocier de bonne foi avec les éditeurs. Ils l'ont pas fait. Il y a eu une première condamnation de 500 millions d'euros. Ensuite, on a réussi à se mettre d'accord sur des engagements qu'a pris Google. Et l'an dernier, on leur a remis 250 millions d'euros parce qu'ils ne respectaient pas leurs engagements. Voilà. Alors d'un côté, 750 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, c'est très bien pour le contribuable. Ça fait beaucoup d'écoles et de routes et d'hôpitaux. En même temps, pour Google, c'est pas grand-chose non plus, 750 millions d'euros. Donc l'effet réputationnel est presque aussi important que l'aspect financier, en fait, pour eux. On a mis de même cette année une sanction de 150 millions d'euros à Apple dans une affaire très intéressante qui impliquait le respect du RGPD. Donc Apple avait une manière différente de demander l'autorisation dans le magasin d'applications qu'on a tous sur les smartphones. Quand on installait une application sur le magasin d'applications, il faut une autorisation pour autoriser les données personnelles. Ça, c'est dans le RGPD. Sauf que Apple avait rajouté des fenêtres d'autorisation pour les applications tierces. Donc la procédure était beaucoup plus compliquée et longue quand on installait une application qui venait pas d'Apple que quand on installait une application d'Apple. Et donc il y a eu une saisine des fabricants d'applications français qui ont dit ça introduit un biais, Apple favorise ses propres applications en réalité et nous traite injustement. Donc on a instruit tout ça, on a consulté la CNIL, c'était important de savoir aussi quelles étaient les contraintes exactement du RGPD, et on a condamné Apple à 150 millions d'euros d'amende et à modifier la manière dont il demande le consentement sur le magasin d'application. Et puis on a eu, je passe à autre chose, mais c'est toujours intéressant de citer les affaires, une sanction de plus de 600 millions d'euros dans le domaine du petit électroménager, qui implique à la fois les fabricants de petits électroménagers, donc Seb, Moulinex, LG, Whirlpool, etc., et 2 distributeurs, Fnac Darty et Boulanger, pour une pratique de prix imposé à la distribution, c'est-à-dire que les producteurs interdisaient à leurs distributeurs de baisser les prix, tout simplement. Et il y avait même une police des prix, donc ils envoyaient des acheteurs mystères, et si les prix étaient trop bas, ils menaçaient les distributeurs de les déréférencer. Donc tout ça lésait le consommateur et ça empêchait la concurrence à la vente sur ces produits-là. Et compte tenu de la taille de toutes ces entreprises mises ensemble, la sanction totale, c'était plus de 600 millions d'euros. Donc ça explique ces chiffres très importants. Tout ça, je dis que la concurrence, c'est une compétence de l'Europe. Donc il y a la Commission européenne qui a ses propres enquêtes, et on a évidemment des collègues allemands, italiens, irlandais, etc. On se voit souvent, et il y a un système européen qui fait que on a une base juridique pour travailler ensemble, échanger les informations. Si l'autorité belge veut perquisitionner en France, on peut l'aider. On peut l'assister, on assiste la commission pour des perquisitions en France et réciproquement, et on peut échanger toutes les informations pour être le plus cohérent possible au niveau européen. Alors un mot sur les marchés publics, qui est une partie importante de notre activité. Les pratiques anticoncurrentielles qui sont condamnables, qui sont illégales en matière de marché public, elles sont de nature assez variée. Vous avez quelques exemples là sur la partie gauche de la diapositive. Ça peut être des échanges d'informations entre concurrents avant le dépôt des offres. Ça peut être des accords de partage de marché. Donc tu vas pas candidater là-bas et moi je vais pas candidater là-bas, et on se partage les marchés géographiquement par exemple, ou par type de produit.
Ça peut être des offres de couverture. Donc, ok, cette fois-ci, c'est toi qui vas avoir le marché. Je vais mettre une offre à 10% en dessous de toi, et la fois suivante, on fera le contraire. Bon. Ça peut être la formation de groupements d'entreprises. Ça, c'est toujours compliqué, et il faut toujours qu'on regarde. C'est toujours de juger en l'espèce, parce il peut y avoir des groupements d'entreprises qui sont complètement légitimes pour répondre à des marchés publics. Je vous rassure, hein, c'est pas. Ça peut même être positif en termes d'efficacité et bénéficiaire à l'autorité adjudicatrice. Ça fait une meilleure offre. Mais il y a aussi des groupements d'entreprises qui ont été formés uniquement à des fins d'échange d'informations, et ça, on le condamne. Mais pour ça, il faut regarder vraiment le détail. Il peut y avoir, c'est pas marqué ici, mais il peut y avoir des pratiques sur les marchés publics qui relèvent pas de l'entente, mais de l'abus de position dominante. On peut imaginer, par exemple, l'acteur en place, celui qui bénéficie aujourd'hui du marché public. Il y a un renouvellement de concession, par exemple, où l'acteur en place, qui est donc par construction en position dominante, puisqu'il est le seul à avoir eu la concession, qui va refuser, dans la perspective de renouvellement de la concession, va refuser de partager des informations qui seraient nécessaires pour que l'autorité adjudicatrice prépare l'appel d'offres. Ça, là encore, c'est pas général, mais c'est potentiellement une infraction condamnable comme abus de position dominante. Donc on a là encore une collaboration avec la DGCCRF pour détecter ces ententes qui sont souvent locales. Hein. Alors c'est souvent des petites affaires, mais tout le monde doit respecter la loi. Dans les années récentes, là, vous voyez qu'on dit qu'on a pris 8 décisions en ce sens depuis 2020. Depuis que je suis président, c'est-à-dire depuis 2022, j'ai en tête, par exemple, la collecte des ordures autour du lac Léman, les réponses aux appels d'offres des hôpitaux dans le Val d'Ariège, donc pour des appels d'offres de services d'ambulance, hein, avec des entreprises de transport qui s'entendent pour répondre à l'appel d'offres. On en a d'autres dans les tuyaux dont je ne peux pas vous parler parce qu'elles sont pas décidées encore. Il y a eu des ententes très vastes. Là, on donne l'exemple des ententes sur la signalisation routière, qui peuvent donner lieu derrière à des actions en réparation. Donc, c'est l'occasion de dire que toutes nos décisions sont des décisions de nature pénale, c'est-à-dire qu'on condamne la pratique. C'est pas à nous de dédommager les victimes. Donc derrière, il peut y avoir des actions civiles en réparation. Quand il s'agit de marché public, c'est évidemment devant les tribunaux administratifs. On a par exemple une décision importante d'il y a quelques années sur le linoléum, hein, sur le revêtement de sol, avec une entente sur la fourniture de linoléum principalement aux hôpitaux et aux établissements publics locaux plus généralement. Qui donne lieu maintenant à des actions en réparation, hein, où les hôpitaux vont devant les tribunaux administratifs demander réparation. On peut aussi demander réparation sur toutes les autres affaires qu'on a mentionnées, si on s'estime lésé, et dans ce cas-là, ça sera plutôt devant un tribunal de commerce. La deuxième grande activité de l'autorité, je vais aller plus vite, c'est le contrôle des concentrations. Donc, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, 295 rachats et fusions examinés l'an dernier. Cette année, ça sera plus de 300. Le taux de l'an dernier et à ce stade cette année, le taux d'autorisation est de 100%. Hein, donc on a interdit aucune opération. C'est très rare qu'on interdise, c'est arrivé. C'est arrivé pour un supermarché près de Troyes, donc vous voyez que c'est pas forcément des grandes affaires. Hein. On a interdit parce qu'on pensait que le pouvoir de marché serait trop important au niveau local. Il y a eu un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a donné raison. Donc on peut interdire. On essaie d'éviter parce que c'est une forme d'échec d'en arriver là. Et le dialogue normal, c'est que quand on voit des questions, quand on identifie des problèmes de concurrence, on demande ce qu'on appelle des remèdes. C'est-à-dire qu'on demande à l'entreprise de traiter ces problèmes de concurrence. Donc, typiquement dans la grande distribution, ça va être par des reventes de magasins. Depuis 2 ans, on a, et notamment après les problèmes de casinos,
Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi eu la vente de Cora et de Match par le groupe Deleuze. Enfin, tout ce secteur est en pleine recomposition, comme vous le savez. On a examiné 600 sessions d'hypermarchés en France au cours des 2 dernières années, donc c'est beaucoup. À chaque fois, on regarde zone de chalandise par zone de chalandise. On a une méthodologie un peu automatique, et puis après, il y a toujours des exceptions, parce que s'il y a une autoroute qui passe à côté, c'est plus facile d'y aller. Est-ce que c'est de l'autre côté de la rivière? Enfin, c'est vraiment ça, la discussion. Donc, il faut vraiment regarder zone par zone. Et quand on identifie un problème de concurrence, on demande à l'acquéreur, en gros, de revendre l'hypermarché, de le vendre à quelqu'un d'autre pour recréer de la diversité de l'offre dans cette zone. C'est pour ça qu'à la fin, c'est très très rare qu'on interdise. Il y a des dossiers où on a été très proche de l'interdiction. Donc il y a un dossier qui a fait pas mal la une des journaux, c'est l'année où je suis arrivé, en 2022, qui est le projet de fusion de TF1 et de M6. Donc là, on a instruit. On est allé jusqu'à la séance devant l'autorité. On leur a dit, on va interdire. Et ils ont retiré le dossier. Donc il n'y a pas eu de décision d'interdiction, mais c'est tout comme. Il y a eu une décision similaire dans le secteur du canard gras, ce qui était un projet de fusion des activités de canard gras de Ralis et de Maïs Adour, donc des grandes coopératives de l'Ouest, enfin principalement du Sud-Ouest, où on a aussi considéré qu'ils auraient eu un trop fort pouvoir de marché à la fois dans la collecte des canards et dans la distribution de certains produits faits à partir des canards. Et on leur a dit qu'on allait interdire. Donc ça peut arriver, c'est assez peu fréquent. Il y a des affaires célèbres au niveau européen, donc évidemment Alstom-Siemens, dont on parle encore, mais récemment il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que toutes les grosses opérations récentes, on va voir ce qui se passe dans les satellites, où il y a aussi une très grosse opération, mais il n'y a pas de décision récente d'interdiction par la Commission, mais ça pourrait revenir. Et puis la dernière chose qu'on fait, c'est des avis. Alors là, on est vraiment, on anime le débat public, où on assiste la prise de décision du Parlement ou du gouvernement. Ça peut être sur des projets de texte très techniques. Donc en ce moment, on regarde des décrets d'application sur les mécanismes de capacité d'EDF et sur le système d'écrêtement, là, le VNU, c'est ça, le versement nucléaire universel, enfin le système d'écrêtement du prix qui est dans la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Donc ça, c'est très technique, et c'est des projets de décret. Mais ça peut être aussi des avis sectoriels très vastes. On a publié il n'y a pas longtemps un avis sur le secteur vétérinaire, qui est en ligne, tout est public, tout ce qu'on fait est public de toute façon, qui est en ligne sur notre site. On va publier très prochainement un avis sur le secteur des granulés de bois, des pellets pour le chauffage, qui est un secteur très important pour la vie des quotidiennes des Français. J'ai dit qu'on avait un avis sur la grande distribution en Martinique, qui est très attendu en Martinique. On a publié des avis au cours des 2 dernières années sur les bornes de recharge de véhicules électriques, par exemple. Donc quand il y a des nouveaux marchés qui émergent, qui peuvent poser des questions de concurrence, soit vous pouvez nous saisir, soit on peut s'auto-saisir pour faire le point sur l'évolution de ce marché. Et puis on a eu un avis dans le numérique, évidemment, l'an dernier, il y a 2 ans sur le cloud, sur l'informatique en nuage, et l'an dernier sur l'intelligence artificielle. Et on va publier une suite à cet avis en décembre ou en janvier, qui sera une étude sur la consommation d'énergie dans l'intelligence artificielle, qui est un sujet évidemment environnemental et de soutenabilité, mais aussi éventuellement un sujet de concurrence. Si c'est les grands acteurs qui ont les moyens si Microsoft commence à s'acheter des centrales nucléaires, je le dis parce qu'ils ont dit qu'ils allaient peut-être le faire, ça pose un problème aussi de concurrence, parce que c'est évidemment des moyens d'accès à l'énergie que les acteurs français n'auront pas forcément, ou ils les auront peut-être s'ils signent les bons contrats avec EDF. Donc on va discuter tout ça. Et puis peut-être dernier zoom, et après je m'arrête. Et parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, on a une forte activité dans la grande distribution et dans l'agroalimentaire. J'ai parlé de la grande distribution qu'on voit à travers l'angle du contrôle des concentrations. Donc dès qu'il y a des sessions d'hypermarchés, on doit les autoriser. Et donc, comme je l'ai dit, on en a fait 600 au cours des 2 dernières années. Ça peut être au niveau
Ça peut être des pratiques contentieuses, donc là, faut venir nous saisir. Mais comme je l'ai dit, si c'est des pratiques commerciales, c'est pas chez nous. Donc tout ce qui est lié au calendrier de négociation avec la grande distribution ou à la mise en œuvre de la loi Egalim, c'est pas nous c'est la DGCCRF qui instruit ça, c'est pas nous. Mais on regarde par exemple de très près les formations les créations les coopérations à l'achat, les formations de centrales d'achat, qui se sont multipliées, qui continuent à s'intégrer en ce moment. Donc on regarde là si la création de on a une disposition législative dans la loi Macron de 2015. Les créations de centrales d'achat doivent nous être notifiées. Et ensuite, on peut se saisir si on pense que ça crée un problème de concurrence, et notamment si ces centrales d'achat lèsent certains acteurs, qui peuvent être notamment des petits acteurs, des petits producteurs qui vendraient à ces centrales d'achat. Et alors, je ne vais pas dire, on a des instructions en cours, je ne vais pas en parler parce que c'est pas terminé sur les initiatives récentes, mais dans le passé, ça nous est arrivé d'imposer, par exemple, des engagements, c'est-à-dire de leur demander, en gros, de sortir certains produits. Y compris agricole, du champ de la centrale d'achat, parce qu'on pensait que ça allait créer un déséquilibre trop grand avec les producteurs. Donc c'est des choses qu'on peut faire. On a, dans le domaine des concentrations, j'ai parlé de l'aval, mais on regarde aussi beaucoup la concentration à l'amont, et notamment tous les mouvements de fusion entre coopératives agricoles qui ont lieu en ce moment. J'ai parlé de Rallis et de Maïsadour dans le sud-ouest, mais il y a eu, il y a des opérations tout le temps en ce moment dans le domaine agricole, et c'est des opérations qu'on essaie d'accompagner. Alors s'il y a des problèmes de concurrence, on le dit, souvent ils sont très spécifiques. Ça peut être sur, je sais pas, la collecte des protéagineux. Dans ce cas-là, on leur dit, écoutez. Peut-être qu'il y a tel endroit où vous allez avoir un pouvoir de marché trop important, et ce silo-là, ça serait bien de le revendre. Voilà, c'est ce genre de dialogue qu'on a avec les coopératives qui nous présentent des projets. Et ça se termine en général sous forme d'engagement. Ça ne se termine pas par une interdiction, normalement. Mais on essaie plutôt d'être positif, c'est-à-dire d'accompagner cette concentration à l'amont, en partant du constat que on a une offre agricole qui est quand même assez dispersée. On a, comme on le sait bien, un aval qui est extrêmement concentré en France et qui continue à se concentrer. Et donc la seule manière structurelle ou pérenne de recréer de l'équité dans la négociation, c'est aussi un certain niveau de concentration à l'amont, et aussi de donner les moyens aux acteurs amont, aux producteurs, de faire des gains de productivité et d'investir pour sortir d'un jeu à somme nulle. Et l'autorité de la concurrence a toujours été très critique de dispositifs comme Egalim, qui sont des dispositifs qui finalement créent des jeux à somme nulle. Donc on protège le revenu des producteurs en faisant payer le consommateur. Et il fallait le faire, donc j'ai pas de doute qu'il faut évidemment protéger le revenu des producteurs, mais la sortie par le haut, c'est que le système dans son ensemble fasse des gains de productivité, de manière à ce que ces gains de productivité puissent être redistribués, et qu'on n'ait pas forcément à se demander qui doit payer. Est-ce que c'est le consommateur qui doit payer pour le producteur? Donc on a ce genre de réflexion, et d'ailleurs on avait fait un avis il y a quelques années qu'il faudrait peut-être qu'on remette à jour sur l'ensemble du secteur agricole, pour avoir cette vision un peu plus globale. Et on essaie d'articuler nos avis aussi et nos analyses avec le droit européen, puisque évidemment le droit européen reconnaît le rôle des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs. C'est dans le règlement OCP, et donc on reconnaît la spécificité que le droit européen donne au secteur agricole en matière de concurrence. C'est évident. Et peut-être pour terminer, on a un dernier angle qui est apparu plus récemment, qui est celui de la soutenabilité et de la transition environnementale. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets que les entreprises hésitaient à mener parce qu'elles avaient besoin de travailler ensemble pour mener des projets environnementaux, mais elles avaient peur que ce soit contraire au droit de la concurrence. Et elles n'osaient pas venir nous voir, parce que si on vient nous voir, évidemment, on montre tout, et après on peut se retrouver dans une procédure contentieuse. Donc une fois, j'ai vu un chef d'entreprise du secteur agroalimentaire. Je lui dis, mais vous savez, notre porte est ouverte. Et il a dit, oui, votre porte est ouverte, mais on ne sait jamais si vous n'allez pas la refermer derrière nous. Donc voilà. Et c'était assez bien vu. Et donc il faut créer de la confiance et créer un mode de dialogue qui n'est pas contentieux.
Alors pour ça, dans le domaine environnemental, on a une nouvelle procédure que j'ai créée il y a 2 ans, qui est une procédure d'orientation informelle. Et donc des entreprises peuvent venir nous voir avec un projet qui a un impact sur la soutenabilité. Pas forcément dans le domaine agricole. Ça a été beaucoup dans le domaine agricole, mais ça pourrait être dans d'autres domaines. En nous disant, voilà le projet, est-ce que vous pensez que ça passe en termes de droit de la concurrence et est-ce que vous avez des conseils? C'est quelque chose qu'on ne faisait jamais, parce que c'est pas notre boulot, on n'est pas dans le conseil et on n'est pas censé remplacer le rôle des avocats. On a décidé de le faire dans le domaine environnemental parce que c'est important et parce que là, on voyait bien qu'il pouvait y avoir un blocage dû au droit de la concurrence. Et donc, on a cette procédure d'orientation informelle et on en a déjà publié 3. C'est assez détaillé, hein. Tout ça, c'est en ligne sur notre site. On en a une, par exemple, sur l'empreinte carbone dans la nutrition animale. Donc les entreprises voulaient mettre en place un système de mesure de l'empreinte carbone. Ça implique des échanges d'informations. Certains échanges d'informations peuvent être condamnés par l'autorité de la concurrence. Et donc on a essayé de les aider à tracer la ligne pour savoir ce qui était possible et ce qui était dangereux du point de vue du droit de la concurrence. Donc on essaie de rentrer sur un mode un peu plus disons, de constructif ou de dialogue avec les entreprises sur ces questions-là. Voilà, je crois que j'ai déjà été assez long, et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est la dernière slide, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Merci. Voilà, je vous propose que nous passions à un échange de questions et puis de... Voilà. Oui, et puis... ouais. Pascal, je vais peut-être te passer le micro. Hein, parce que... Merci Manuel. J'aurais une première question sur le cas de EDF. Alors on sait que les économies sont très largement drivées par l'accès à la ressource énergétique à bon marché. Et Jean Covici nous l'a largement démontré dans un graphe magnifique sur l'histoire industrielle. J'ai le sentiment, et vous allez me corriger, que alors le patron d'EDF était intervenu d'ailleurs lors d'une commission parlementaire et a démontré, me semble-t-il, que alors l'Europe peut-être a quasiment détruit EDF en la forçant en 2 étages. D'abord en séparant la fourniture de l'énergie de la distribution de l'énergie. Et le deuxième étage était de faire rentrer des concurrents et des pure players qui n'avaient qui n'avaient pas besoin d'investir dans les réseaux, dans la production de l'énergie, EDF était contraint de leur vendre à pas cher l'énergie que eux-mêmes le revendaient à EDF beaucoup plus cher. Et là, on se demande si on marche pas sur la tête et est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt et du consommateur et surtout des entreprises. Ça, c'est ma première question. J'en aurai une autre après. Alors, je vais peut-être répondre question par question, parce que c'est déjà un sujet assez important et complexe. Et Stéphanie pourra peut-être en parler parce qu'il y a une dimension européenne très forte là. Oui, on marchait sur la tête. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se termine le 31 décembre. Hein. Donc ce système où EDF, qu'on appelait l'AREN, hein, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, où EDF devait vendre, était obligé de vendre à ses concurrents ou à des distributeurs, effectivement, dont certains étaient des pure players qui avaient investi dans rien, qui étaient juste là pour distribuer, de l'électricité nucléaire à 40 €, c'est-à-dire très peu cher. Bon, c'était une demande française, hein, ça n'existe qu'en France, ce sujet-là. Donc là, on marche sur la tête, mais c'est quand même un truc qu'on a inventé nous-mêmes. C'est-à-dire les Allemands et les Italiens, les Espagnols, ils n'ont pas ça. Ils ont un système de marché avec des discussions commerciales entre EDF et ses clients. Et d'ailleurs, on va revenir à ça à partir du 1er janvier. Et EDF a commencé à... Il y a une double page dans les Échos ce matin qui est très bien, parce qu'il fait le point sur tous ces contrats. EDF a en fait accéléré la signature de contrats. À la fois, il y a des contrats de relativement court terme, ce qu'on appelle des rubans, c'est un marché très liquide. Ce marché-là, il s'est bien développé depuis l'an dernier. Et puis il restait un point d'achoppement qui était des contrats de plus long terme avec des industriels. Et c'est vrai que le précédent PDG d'EDF
On avait signé assez peu. Le nouveau président, Monsieur Fontana, a débloqué la situation. On a signé un certain nombre. Et donc maintenant, on revient sur un mode de négociation commerciale avec les clients. Et on a eu de la chance, entre guillemets, que ça arrive à un moment où le prix de l'électricité est plus bas. Puisque d'abord EDF a réglé ses problèmes de capacité, enfin ses problèmes de corrosion qui fait que EDF produisait pas assez. Et donc le prix était artificiellement haut parce qu'EDF avait des problèmes vraiment matériels pour produire. Et surtout aussi, on est plutôt là, semble-t-il, la consommation d'électricité, je ne suis pas spécialiste, hein, donc je vous décris la situation, mais je n'ai pas d'avis personnel là-dessus, est plutôt inférieure à ce qui était prévu, et donc on est plutôt en surproduction d'électricité. Le prix est relativement bas, mais du coup ça met un peu d'huile dans les rouages, puisque ça aide à signer tous ces contrats dans un système, dans un contexte qui est moins stressant, disons, pour les entreprises, en tout cas pour les grandes entreprises. Les petites, c'est différent parce qu'elles ont probablement plus à perdre à la disparition de ce mécanisme d'Arenh qui était très avantageux pour les PME. Alors, tout ça, c'est bien. Il faut quand même... la position des autorités de concurrence, c'est qu'il faut distinguer selon le marché, enfin selon le long de la chaîne de production énergétique. On a la chance d'avoir une électricité nucléaire bon marché en France. On a la chance à condition qu'on la renouvelle, hein, donc ça pose tous les problèmes d'investissement dans l'avenir, dans les nouvelles centrales. Mais pour l'instant, on a cette chance-là. La production, elle est évidemment en monopole. Il n'est pas question de l'ouvrir. Donc, le sujet, c'est plutôt est-ce qu'une entreprise qui est en monopole en amont peut faire ce qu'elle veut en aval ? Or, et là je distinguerai, mais vous l'avez fait dans votre question, donc je ne suis pas en désaccord avec votre présentation, entre des acteurs qui sont des acteurs opportunistes, qui sont venus uniquement pour arbitrer, en gros, exploiter les failles du système, avec d'ailleurs des fraudes. Enfin, il y a eu des actions, il y a eu des sanctions, hein, de la Commission de régulation de l'énergie contre certains acteurs qui opéraient de manière illégale. Donc il y a eu des abus. Qui probablement ont été sanctionnés un peu tard. Donc il y a une prise de conscience du fait que le système se prêtait à l'abus. Mais il y a autre chose, c'est qu'EDF a des concurrents dans la production de l'énergie. Donc EDF, c'est une entreprise importante pour la capacité industrielle de la France, mais en face d'EDF, il y a Engie, il y a Total, qui sont des entreprises françaises respectables, qui sont aussi dans de la production de l'énergie. Donc moi, mon rôle en tant qu'autorité de concurrence, c'est de vérifier plutôt sur cette partie aval. Moi, j'ai rien à dire sur les centrales nucléaires, mais sur la partie aval, de vérifier que ce marché de la fourniture d'énergie aux entreprises est concurrentiel et que Engie ou Total sont aussi bien traités qu'EDF, parce que les salariés d'Engie et de Total ont la même valeur pour moi que les salariés d'EDF, et c'est des entreprises françaises. Voilà. Et donc on avait, avec la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Vargon, j'avais écrit au gouvernement il y a 2 ans maintenant, pour dire, avec un message assez simple, et la lettre, là encore c'est public, hein, tout ça c'est sur notre site, en disant on va passer d'un système hyper régulé avec l'Arenh à un système de marché. L'Arenh, comme il y avait une subvention d'EDF, c'était ce qu'on appelle une aide d'État, donc ça posait un gros problème de droit communautaire. C'est fini, très bien, mais on va passer à un système où sur le marché, on va avoir un très gros acteur qui a le monopole à l'amont, qui est EDF, et il faut simplement vérifier que cet acteur se comporte de manière équitable avec ses concurrents. Voilà ce qu'on a dit au gouvernement. Donc voilà où on en est. Donc je ne suis pas spécialement inquiet, simplement il faut des garde-fous. Et malheureusement, ça nous est arrivé de condamner EDF dans le passé. En 2022, on a condamné EDF parce que pendant des années et des années, EDF avait utilisé les données des offres régulées, donc des tarifs bleus et verts, pour prospecter commercialement ses concurrents sur des segments de marché où il était en concurrence avec d'autres. Bon, ça c'était illégal, on les a condamnés. Donc il ne s'agit pas de... moi, mon rôle, c'est un rôle de garde champêtre, si j'ose dire. On met des garde-fous
Les entreprises gèrent leurs offres commerciales, etc. Mais il faut juste vérifier que ça se fait de manière équitable. Voilà. Et pour l'instant, comme je dis, je ne suis pas particulièrement inquiet. Oui, en fait, non, mais moi je trouve que c'est très clair, et comme il y a d'autres questions, mais ça revient aussi du principe effectivement de l'ouverture à la concurrence de certains marchés au niveau européen, et comment on fait en sorte que sur notamment ce marché de l'énergie, l'électricité, un monopole ne profite pas de sa situation de monopole sur un marché pour l'étendre par ailleurs, là où justement il y a une ouverture à la concurrence. C'est la différence entre effectivement production et fourniture-distribution. Mais on raisonne de la même manière face à tous les monopoles naturels. Donc dans le rail, c'est pareil. Il y a un monopole du réseau. Il y a un seul réseau en France, c'est SNCF Réseau, et c'est très bien comme ça. Ça serait pas efficace. On va évidemment pas demander à ce qu'il y ait trois réseaux ferroviaires. Ça n'aurait aucun sens. Simplement, il ne faut pas que la SNCF abuse de cette position de monopole sur le réseau pour entraver le développement de concurrents sur des segments qui sont commerciaux, et notamment le transport de voyageurs, qui soit en service librement organisé ou dans les appels d'offres des collectivités locales. Donc c'est là que nous, on intervient. Mais le système est ce qu'il est, et c'est un bon système. Bonjour, merci de l'organisation, merci de votre intervention. Marc Guérin, président de la Fédération française du bâtiment du Calvados. J'ai une question, moi, qui concerne l'autorité de la concurrence et l'État. Que pensez-vous des auto-entrepreneurs qui sont, de mon point de vue, l'organisation légalisée d'une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises normales? Et que pouvez-vous faire, bien sûr? Alors, c'est une question qu'on a... non, on n'a jamais regardé en tant que tel les auto-entrepreneurs, parce que c'est dans la loi. Alors, il faut dire que d'une manière générale, quel que soit le sujet dont on discute, moi, ma compétence s'arrête là où commence la loi. Donc si le Parlement veut voter des lois anticoncurrentielles, je peux le regretter dans les dîners, mais je ne vais pas contester des lois votées par le Parlement. Donc ça arrive dans des tas de domaines. Donc il y a un statut des auto-entrepreneurs. Si vous considérez que qu'il est anticoncurrentiel, la voie d'action, c'est de demander à la Commission de faire une action en manquement contre le gouvernement français. Bon, je doute sur ce sujet qu'il le fasse, mais en tout cas, c'est pas ma compétence puisqu'il y a une loi. Alors, oublions l'aspect juridique et parlons du fond. Il y a un sujet qu'on regarde régulièrement c'est pas spécifiquement sur les auto-entrepreneurs, mais c'est disons sur parce que ça peut être sur des entreprises individuelles plus généralement, quel que soit le statut, et ça, on l'a beaucoup regardé s'agissant des plateformes. Et donc des salariés qui travaillent pour des plateformes et qui sont obligés par ces plateformes à se constituer comme auto-entrepreneurs. Et là, effectivement, il peut y avoir des problèmes de concurrence. Mais là encore, maintenant, il y a une directive sur les travailleurs des plateformes. Et donc là aussi, maintenant, le débat, il est un peu clos politiquement, on va dire. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Et on avait, par exemple, fait un avis il y a quelques années qui peut vous intéresser sur un sujet un peu différent, mais le sujet économique, c'est quand même proche, sur l'extension des accords de branche. Le gouvernement nous avait demandé l'avis de l'autorité de la concurrence sur le mécanisme d'extension des accords de branche. Donc il y a un accord de branche qui est signé par les organisations représentatives et le ministre l'étend par décret. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des entreprises qui n'ont pas signé l'accord de branche, notamment? Et imaginons une situation où il y a un accord de branche qui a été signé par des grandes entreprises avec les organisations représentatives, mais pas par des entreprises plus petites. Cet accord de branche peut avoir un effet anticoncurrentiel vis-à-vis des petites entreprises du secteur. Et donc on a un avis là-dessus qui détaille un peu cette articulation entre le droit du travail et le droit de la concurrence. Mais au contentieux, on n'a jamais été saisi de ces questions-là. Il y a peut-être juste pour être... j'en profite aussi pour dire qu'il y a un autre aspect des relations entre le droit du travail et le droit de la concurrence qui est très d'actualité au niveau européen et mondial, qui est celui des accords de non-débauchage entre entreprises. Donc on a pris une décision il n'y a pas longtemps de sanction, d'amende contre des entreprises du secteur, contre des entreprises du secteur du conseil en ingénierie,
qui avait passé un accord général de non-débauchage. Si tes employés viennent chez moi, je leur dirai qu'il n'y a pas de job, et si les miens viennent chez toi, tu leur diras qu'il n'y a pas de job. Voilà. Donc c'est au niveau des entreprises. Et ça, on l'a condamné comme étant une entente. Alors que c'est une entente qui porte sur un facteur de production qui est le travail, mais c'est quand même une entente. Et c'est très complexe d'un point de vue juridique, parce que les autres moyens à la disposition... Parce que d'une part, ces accords-là peuvent être dans certaines conditions légitimes, parce que pour la réalisation d'un contrat, on peut avoir envie on a envie que les employés restent, on n'a pas envie qu'ils s'en aillent dans des domaines très techniques. Donc on a dû regarder contrat par contrat si les clauses étaient si les accords étaient justifiés et si les clauses dans les contrats étaient justifiées ou pas. Et puis il y a aussi évidemment des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail. Ça, c'est pas du droit de la concurrence, c'est du droit du travail. Et donc on doit jongler avec ces deux domaines de droit, mais on a quand même conclu dans ce cas-là que, et je le dis parce que c'est quand même un avertissement au DRH en général, qu'un accord général de non-débauchage entre entreprises, c'est une entente et c'est sanctionnable par l'autorité de la concurrence. Moi j'ai une question. Pardon. Non, vas-y. Non, c'est une réflexion parce que quand j'ai vu la sanction, enfin le dossier Doctolib, ma première action, ça a été de dire, pour une fois qu'on a une entreprise qui se développe et qui est quand même leader sur son marché, elle se fait sanctionner. C'était ma première action. Est-ce que vous auriez eu la même analyse s'il n'y avait pas eu ces mails un peu explicites et assez maladroits pour le moins? Est-ce que, alors pour aller plus loin, est-ce que ces sanctions et cette analyse ne risquent pas de limiter le développement et l'émergence de licornes, de belles sociétés, parce que dans d'autres pays, ils prennent pas autant ils n'ont pas autant d'égards et d'attention sur ces sujets-là. Non, c'est une très bonne question qu'on s'est posée nous-mêmes. Hein. Et d'ailleurs, on en a discuté au sein du collège. Enfin, moi, je prends pas les décisions tout seul. D'ailleurs, cette séance, c'est même pas moi qui l'a présidée. Donc, j'étais pas dans la délibération. C'était une de mes collègues vice-présidentes. Et c'est une discussion qu'on a. Et effectivement, il y avait ce facteur-là qui est quel signal on envoie aux startups, à la French Tech, comme on dit. Est-ce qu'on est en train de leur dire que vous n'avez pas le droit de grandir, vous n'avez pas le droit de vous développer? Mais là, je pense que la réponse est claire, parce que quand ils ont, par exemple, quand ils ont racheté le numéro 2, ils avaient déjà 70% de part de marché. Donc c'était déjà un grand succès. Et évidemment, Doctolib, c'est une très belle entreprise française qui est arrivée là où elle est par ses mérites. Aussi parce que le secteur public n'était pas capable de le faire. Bon, mais ça c'est malheureux, mais c'est un fait. Donc on peut penser que ça aurait été mieux qu'il y ait une solution publique à cette demande de service des médecins. Il se trouve que le secteur public n'a pas été capable de le produire. Ils ont pris cette place et ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Donc ils arrivent à 70% de part de marché sur leur mérite. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la position dominante, elle n'est pas interdite. Il y a des tas d'entreprises qui sont arrivées, qui sont dominants sur leur marché parce qu'ils ont une meilleure offre, une meilleure technologie, et c'est très bien. Simplement, alors qu'ils avaient 70% de part de marché, ils rachètent le numéro 2 en expliquant que c'est parce qu'ils veulent être un monopole. Ça, non. Voilà. Mais c'est pas un message négatif envoyé à la French Tech. Bien entendu, il faut pouvoir se développer. Ils avaient des concurrents. Il y a des plaignants dans cette affaire. C'est pas. Oui. Oui. Et en les médecins qui puisqu'ils pouvaient pas aller ailleurs, donc en fait il n'y avait pas de choix possible. Et autant on peut avoir un débat intellectuel pour savoir si la prise de rendez-vous, combien d'acteurs il peut y avoir sur ce marché, parce qu'évidemment il faut aussi qu'il y ait le plus d'acteurs, que les plateformes soient les plus grandes possibles pour être efficaces. On ne va pas avoir 25 plateformes de prise de rendez-vous, ça n'a pas de sens. Alors est-ce qu'il en faut 1, 2, 3 ou 4? Moi j'en sais rien, et je pense que c'est au marché de décider justement. Et là on n'a pas laissé le marché décider. Et puis par ailleurs, il y avait cette affaire de vente liée avec un service de fourniture de logiciels de téléconsultation. Ça c'est entièrement concurrentiel. Il n'y a aucune raison que le médecin qui prend ses rendez-vous sur Doctolib soit obligé d'utiliser la solution de téléconsultation de Doctolib. Ça, c'était complètement abusif. D'ailleurs, dans sa communication, Doctolib ne parle pas de ça, parce qu'ils ont bien compris que ça n'allait pas. Tu me permets? J'ai une autre question qui me tient à cœur.
en matière d'attribution des marchés publics. Il me semble que d'autres pays ne se bloquent pas là-dessus, que de faire de la préférence nationale, voire ou régionale, par défense des intérêts de leur propre nation ou de leur propre région. En France, on a le sentiment qu'on se l'interdit à 100%, si c'est pas 200%. On a eu un cas d'espèce dans la région, je ne vais pas forcément le mettre en avant, mais quelle est l'optique de la France de ce point de vue-là? Parce qu'on a l'impression qu'on est très naïf, parce que les Allemands ne vont pas s'en priver, les autres pays européens ne s'en privent pas. Alors, bon, d'abord, je pense que la réponse doit probablement dépendre des secteurs, parce qu'il y a des secteurs aussi, il y a des secteurs stratégiques où la préférence nationale découle d'obligations de sécurité nationale, enfin dans le domaine militaire, par exemple. Voilà, donc les contraintes ne sont pas forcément les mêmes sur tous les marchés publics. Deuxièmement, moi, mais ça c'est ma réponse personnelle, l'autorité de la concurrence n'est pas du tout compétente, donc je ne fais que donner mon opinion personnelle. Moi, je pense que d'une manière générale, le bon échelon, c'est l'Europe, parce qu'on veut un grand marché européen, et on n'a pas envie que les entreprises françaises n'aient de perspectives de débouchés qu'en France, ou dans leur région. Et donc, si vous voulez, si on veut que vous puissiez aller vendre vos produits en Allemagne, en Italie ou en Lituanie, il faut aussi accepter que les Allemands, les Italiens et les Lituaniens vendent des produits ici. Ça, le bon échelon, c'est l'Europe, et on a un marché unique qui n'est pas suffisamment développé de ce point de vue-là. C'est un de nos grands problèmes face aux États-Unis et à la Chine. Stéphanie a dit on a 450 millions d'habitants, mais on est un nain économique par rapport à la taille de notre marché. Les États-Unis, c'est moins d'habitants. Ils ont un marché beaucoup plus intégré. Parce que quand on produit au Texas, on peut vendre en Virginie ou à Hawaï sans aucun problème. Donc je pense que le bon échelon, c'est l'échelon européen, quand c'est possible. En revanche, aux frontières de l'Europe, je pense que c'est complètement légitime de mettre de la préférence européenne, voire des droits de douane, en faisant attention aux conséquences, parce que évidemment, si on met la guerre commerciale, c'est une guerre qui peut être sans fin. Il y aura des mesures de rétorsion, donc faut bien mesurer faut bien doser, disons, le message qu'on envoie aux Chinois ou aux Américains. Mais d'un point de vue, disons, politique et économique, ça me paraît complètement justifié que l'Europe protège ses marchés. Voilà. Peut-être pour rajouter, ouais, merci. C'est vraiment un gros sujet sur lequel on est en train de travailler, la question de la préférence communautaire, la préférence européenne, notamment dans les marchés stratégiques. Et là, on est vraiment en train de parler effectivement de souveraineté. Alors sur le numérique à plein, moi c'est un truc que je défends, s'appelle Buy European Tech Act, BETA, qui porte bien son nom, mais et qui, en fait, au précédent mandat, avait beaucoup de mal à faire consensus. C'était vraiment un sujet un peu tabou, même un gros mot. Et là, en fait, je pense que la guerre en Ukraine, l'invasion en Ukraine et le retour de tensions, et notamment ce qui se passe avec les États-Unis, c'est-à-dire un rapport de force compliqué, fait que là, il y a vraiment une prise de conscience. Mario Draghi en a aussi beaucoup parlé, avec la nécessité d'agir beaucoup plus. Donc, là, on est en train de travailler sur une réforme des marchés publics au niveau européen, en intégrant des notions de préférence européenne sur des filières très stratégiques, très sensibles, de la haute technologie notamment, tout ce qui est militaire. Il y a les paroles et les actes. Parce que il y a une question de volonté politique, de culture. Les pays de l'Est restent très attachés au parapluie américain. Et ça, c'est très compliqué. D'un côté, ils nous disent on a peur. Il y a énormément de drones qui survolent tous nos pays. Il n'y en a plus un en ce moment qui n'est plus survolé par des drones russes et des intimidations et de la cyberattaque. Tous les jours, tout le temps, constamment. Et pourtant, quand on parle avec ces pays, ils sont toujours en train de commander aux États-Unis, de commander ailleurs. Alors parfois, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi un fait de dépendance à ces pays. On ne s'est pas suffisamment développé. Tu as parlé de naïveté. Je pense qu'on est vraiment... je disais qu'il fallait aussi réinventer l'Europe. On a construit une Europe en temps de paix.
Et maintenant, il faut préparer une Europe en temps de guerre. Si on veut la paix, on doit préparer la guerre. Et je pense que là-dessus, cette préférence européenne, elle est nécessaire si on veut continuer à exister, compte tenu des pressions, notamment américaines, qu'on subit en ce moment très fortes pour ne pas appliquer nos propres régulations sur le numérique. Je pense que c'est effectivement très important de dire qu'il y a des protections qui sont dans les marchés publics, il peut y avoir des protections commerciales, mais pour moi, mais c'est ce qu'a dit Stéphanie, hein, le plus important, c'est notre souveraineté, notre sécurité. Et là, enfin, je suis obligé de dire qu'on est quand même très loin du compte. Je veux dire, on dépend d'infrastructures américaines pour tout ce qu'on fait. On dépend de fournisseurs de cloud qui sont américains pour tout ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, si M. Trump veut demander aux principaux fournisseurs de cloud mondial qui sont Amazon, Microsoft, Google, d'interrompre leur service en France, il peut le faire. Et tout s'éteint, hein, tout s'éteint. Et nos hôpitaux arrêtent de marcher, etc. Donc on est dans une situation de fragilité énorme. Et ça nécessite une politique, je dois dire, beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'infrastructures numériques, d'infrastructures et particulièrement de cloud, et bientôt d'intelligence artificielle, pour ne pas être dépendant de ces acteurs qui ne sont pas des acteurs européens. Effectivement, jusqu'à très récemment, on pensait que on voyait ça sous le prisme de la menace russe. Et des tensions avec la Chine, mais on n'avait jamais envisagé que la dépendance à l'égard d'entreprises américaines puisse être un problème de sécurité. Aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Et plus uniquement commercial. Alors, dernière chose, parce que c'est important de le signaler, on a, notamment en matière de marché public, un instrument nouveau qui est le règlement sur les subventions étrangères, voilà, dont Stéphanie était rapporteure. Très important parce qu'il permet de rétablir une forme d'équité entre des entreprises européennes et des entreprises étrangères, notamment chinoises, qui sont subventionnées par leur gouvernement, directement ou indirectement, ou du Golfe d'ailleurs, parce qu'il y a des cas aussi d'entreprises du Golfe. Et on avait un système, là encore, complètement naïf, où on avait un système d'aide d'État qui... alors, il est de moins en moins... ça fait des années que la Commission n'a pas interdit une aide d'État, donc on ne peut pas dire qu'il soit appliqué de manière très stricte, mais quand même, hein, il y a une sorte de suspicion sur le soutien public aux entreprises partout en Europe, c'est le régime des aides d'État, alors que des entreprises chinoises ou émiraties pouvaient venir soumissionner à des marchés publics en Europe avec une subvention de leur pays, et ça posait aucun problème. Donc ça, c'était complètement anormal, et maintenant, on a ce règlement qui permet à la Commission d'enquêter et éventuellement de leur interdire de participer. Interdire des opérations d'acquisition, des prises de participation, ça c'est vraiment, effectivement, c'était vraiment, au précédent mandat, je pense que le coup d'accélérateur a été vraiment marqué par la guerre en Ukraine, où effectivement, la question des interdépendances, Doliprane, pendant le Covid, tout simplement, on s'est dit, il faut absolument agir, et donc on a porté ces instruments de négociation commerciale, le mot m'échappe, il y a un terme, ça va me revenir, et donc notamment ce texte sur les subventions étrangères qui passe au tamis en fait des subventions, des aides massives, notamment chinoises, du gouvernement chinois à des boîtes qui voudraient venir nous inonder nos marchés. Et dans ce cas, on peut passer au tamis ces aides à travers des critères bien définis et interdire des opérations de rachat. Donc sur des secteurs stratégiques, c'est important, interdire des acquisitions, des prises de participation. Le seul souci, c'est la volonté de la Commission. On y revient toujours, Commission européenne, et qui fait qu'il y a un problème de leadership de la Commission européenne, j'ai pas peur de le dire, de la présidente Ursula von der Leyen, de ses commissaires, parce que c'est la Commission européenne qui doit appliquer ces textes que nous avons votés. Le Parlement européen et les États membres. Parce que quand on dit c'est de la faute de l'Europe, c'est un peu réducteur. Le gros souci est là. Et face aux États-Unis, on a tendance à être très faible et à ne pas vouloir justement appliquer tous ces textes. Donc on a des instruments vraiment de rétorsion, voilà, commerciale, mais malheureusement, on les utilise pas toujours.
Mais moi, je suis d'un naturel positif, donc je trouve que ça bouge quand même. Ça bouge. Ce texte, il n'existait pas. Maintenant, il existe. Bon, c'est pas facile d'aller éplucher les comptes d'une entreprise chinoise, hein, donc c'est pas non plus voilà. Et d'aller trouver où est la subvention publique. Donc c'est des textes qui sont difficiles à appliquer, mais enfin au moins ils existent. Regardez ce qui s'est passé hier au Conseil des ministres de l'économie, à l'Ecofin. L'Ecofin a voté la suppression des droits de douane, la suppression de l'exemption de droits de douane, donc le rétablissement des droits de douane en réalité sur les petits colis qui rentrent dans l'Union européenne. Ce que les États-Unis avaient déjà fait. Donc il y avait un risque imminent d'être inondé de colis, de petits colis venant de plateformes chinoises. Je cite pas de nom, parce que l'Europe, contre vent et marée, considérait qu'elle devait rester ouverte au monde entier, alors que tous les autres pays se sont protégés. Et la Commission avait un texte, mais qui devait rentrer en vigueur en 2028, si je me souviens sont bons. Et là, les ministres ont tapé du poing sur la table en disant bah non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et on le fait. Donc voilà. Donc quand même, ça bouge. Qui est important, parce que on nous dit souvent, les entreprises nous disent ouais mais on intervient trop tard là. Les mesures conservatoires, ça c'était important. J'ai vu que vous l'aviez noté. Les mesures conservatoires, c'est vraiment le fait d'agir immédiatement pour cesser une pratique anticoncurrentielle, enfin a priori sur un marché, en tout cas de façon urgente. Je pense que ça c'est important. Oui. Mais non, mais c'est trop tard. Non, c'est vrai que c'est un instrument qu'on a et qu'on est, on est quasiment les seuls à utiliser en Europe et que la Commission n'utilise pas. Mais alors là, c'est pas la faute de Madame von der Leyen, c'est que les textes, je ne vais pas rentrer dans la juridique, mais le standard juridique est pas le même en droit européen, en droit français. C'est plus difficile pour la Commission de le faire. Mais on l'a fait régulièrement dans le passé, donc faut pas hésiter à nous saisir pour des mesures. Donc, c'est un référé, hein, c'est le terme de droit de la concurrence pour un référé, qui permet d'agir beaucoup plus vite. Alors c'est pas non plus le référé heure par heure au tribunal de commerce, hein, il nous faut mettons 4 mois pour décider, ce qui dans notre monde est très rapide. Donc si vous voulez une suspension demain matin, il ne faut pas aller chez nous, ça on ne sait pas faire. Mais ça nous permet de décider en 4 mois au lieu de 2 ans, donc c'est déjà pas mal. Et on l'a fait notamment vis-à-vis de Google. On l'a fait il n'y a pas longtemps vis-à-vis de Meta, autre grande entreprise américaine. On avait une petite dans le domaine de la vérification publicitaire. Donc c'est les gens qui vont vérifier que quand vous avez acheté un espace dans l'inventaire de Google, la pub a bien été postée, qui va vous dire combien de gens l'ont vu, vérifier qu'elle n'est pas entre 2 sites porno, enfin des choses qui sont importantes pour votre marque. Donc ça, il y a des boîtes qui font ça. Mais pour ça, il faut avoir accès aux données de Meta ou de Google. Et donc Meta avait des partenariats, comme par hasard, uniquement avec des entreprises américaines. Et refusé de rentrer en discussion avec cette entreprise française, Adlux, qui voulait faire ça. Et ils nous ont saisis, et en 4 mois, on a enjoint à Meta de rentrer en discussion avec Adlux. Et ils sont rentrés en discussion, et ils ont été pris. Donc ça marche, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Merci. Emmanuel Pad, donc je suis entrepreneur en Normandie dans les dynamitages de carrière. J'avais une question sur le budget de l'autorité de la concurrence. Vous avez expliqué tout à l'heure que c'était 25 millions et pour des sommes récupérées, enfin, d'amendes très importantes. Pourrait-on imaginer une augmentation du budget et quelles conditions devraient être réunies pour cette augmentation, pour cette possibilité d'augmentation? Ça c'est entre les mains du Parlement qui va commencer l'examen du volet dépenses du budget lundi, donc ça tombe très bien. Non, il faut être raisonnable. Vu la situation budgétaire de la France, tout le monde doit se serrer la ceinture, c'est absolument normal. Donc tous les services de l'État doivent, indépendants ou pas, doivent faire un effort. Ça me choque pas du tout. Simplement, on a d'abord, comme je l'ai dit, on est plus petit que nos homologues européens. On a un service de l'économie numérique, par exemple, avec des data scientists. On a, je racontais à Monsieur Leroux qu'on a
On est en train d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle pour faire du droit de la concurrence, parce qu'on n'a pas envie de l'acheter à Doctrine ou à LexisNexis, parce que on veut contrôler et puis on veut l'utiliser sur nos données qui sont confidentielles, donc on veut le faire nous. Ce service de l'école numérique, ils sont 4. Le même service au Royaume-Uni, ils sont 70. Voilà. Donc voilà. Donc on lutte pas à armes égales. Et on a des injonctions contradictoires du gouvernement et surtout du Parlement qui veut qu'on fasse de plus en plus, mais qui nous donne pas les moyens. Donc l'outre-mer, c'est un bon exemple. Il y a une loi sur l'outre-mer qui est en discussion au Parlement, qui a été présentée par Monsieur Valls quand il était ministre d'État, qui dit que l'autorité de la concurrence doit renforcer son action en outre-mer. Et moi, je suis d'accord pour le faire. Je pense qu'il y a des gros problèmes de concurrence en outre-mer. Ça, je pense que tout le monde le voit bien. Et ça, c'est une loi simple. Et dans le projet de loi de finances présenté par le même gouvernement au même moment, nos effectifs sont réduits de 8 personnes sur 3 ans. Moi, ce que je dis au gouvernement, c'est si vous pensez que le budget de la France nécessite de réduire mes moyens, je respecte ça, mais sachez que je vais faire de moins en moins, pas de plus en plus. Voilà, c'est tout. Merci. Patrice, je crois que tu voulais poser une question. C'est la dernière. Puis après, nous pourrons continuer les échanges autour du cocktail. Ah oui, si vous avez des cartels à dénoncer, faut me le dire tout à l'heure. Alors Patrice, je voudrais pas vous griller la priorité du coup. Pardon. Mathieu Lebel, je suis entrepreneur à Caen, en Normandie, dans le milieu de la communication, et je représente également la communication directe au niveau national. J'aurais aimé connaître votre position sur la position monopolistique de la Poste. Et notamment depuis l'année dernière, parce que faute de concurrents, ils sont en position de monopole, avec un blanc-seing donné par l'ARCEP d'une augmentation sur 4 ans de plus de 50%, désorganisant un marché complet, avec des emplois à la clé, etc. Est-ce que l'autorité de la concurrence peut venir être saisie, même pour des instances, on va dire, publiques, même si ce n'est pas le cas, autant l'ARCEP que la Poste? Alors, c'est une question assez complexe juridiquement. La question concrètement est assez, ce que vous décrivez est assez clair. Mais est-ce qu'on peut être saisi? Il faut que ce soit une activité commerciale, concurrentielle. Donc, ça dépend. Donc, il faudra regarder de quelle activité exactement on parle. Si c'est une activité sur laquelle, non, j'ai bien compris, mais il y a peut-être des segments de la distribution du courrier où la Poste a une délégation de service public, par exemple. Si c'est le cas, voilà. Si c'est le cas, en principe, ça sort du droit de la concurrence, sauf si on peut montrer qu'il y a eu un usage excessif de la délégation de service public qui a porté préjudice à des concurrents. Ça nous est arrivé dans d'autres cas. Donc certains sont peut-être dans la salle, ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais ça nous est arrivé avec des organisations professionnelles, par exemple. Je pense alors des architectes ou aux chirurgiens dentistes. Donc on a condamné en disant oui, vous avez des obligations de délégation de service public dans certains domaines, mais vous en avez abusé. C'est toujours des débats juridiques complexes, ça va toujours à la Cour de cassation, qui en l'occurrence nous a donné raison, c'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, il faut quand même montrer que ça a une incidence sur des activités qui sont des activités commerciales. Voilà. Mais en principe, c'est possible. Oui. Patrice. Oui, merci Patrice Posade. La question va être assez brève et je pense que la réponse devra l'être tout autant. Je fais écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la dépendance américaine et à ta remarque, Manuel, sur le message qu'on envoie à certaines de nos licornes. Dans les faits, si j'ai bien compris, Google a été condamné une première fois à 500 millions, puis une seconde à 250. Combien a-t-il versé aujourd'hui ? Ah, il a versé 750. Non, ça c'est pas le problème. Oui. Le problème, c'est que ça change pas le comportement. Ça, c'est un problème. Non, les entreprises payent les amendes. Elles payent les amendes. Il y a certaines, sauf une entreprise qui serait en situation de fragilité financière, qui peut demander, qui peut soit négocier avec le Trésor public un étalement du paiement de l'amende, soit même aller à la Cour d'appel pour demander à suspendre le paiement si elle est en difficulté financière. Mais ça, c'est pas le cas de Google. Donc oui, il paye. Merci. Il paye, et d'ailleurs sur les
sur ces décisions, ils n'ont pas fait appel. Enfin, les 500 millions, ils ont fait appel, ils ont perdu l'appel. Et les 250 millions, ils n'ont pas fait appel. C'était une transaction. Et donc, c'est définitif. Parce qu'évidemment, s'ils vont en appel, si la cour d'appel réduit l'amende, il faut leur rendre l'argent. Ça, c'est normal. Merci, ça méritait d'être précisé quand même, parce que parfois, le message n'est pas forcément très clair. Alors l'argent, il ne va pas chez nous, d'ailleurs, il va au Trésor public, dans le budget de l'État, il ne passe pas par l'autorité de la concurrence, malheureusement. Ouais. Ça, on a bien compris, hein. Il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous remercie, Benoît Cœuré. Donc, je pense qu'on pourrait continuer. Il y a plein d'exemples et on pourra en profiter autour du cocktail dînatoire. Un grand merci. Un grand merci à vous tous d'être venus et puis d'avoir participé à cette conférence. Un grand merci. Un petit mot, Stéphanie, pour conclure. Te remercier à nouveau beaucoup. Merci également au MEDEF, Pascal, merci beaucoup. Merci à la CPME et merci à vous d'être là. Et merci Marc aussi d'avoir pu t'organiser pour être là. Vous invitez, si vous êtes intéressé par le sujet, vraiment à aller sur le site de l'autorité de la concurrence. C'est pas parce que j'y ai travaillé, mais vraiment pour vous dire que vraiment c'est très bien fait. Vous pouvez vous inscrire notamment pour recevoir les communiqués de presse qui sont très pédagogiques, qui sont courts et qui renvoient vers les décisions de 150 pages, mais qui sont très fouillées et intéressantes. Mais vraiment, ça vous montre à quel point c'est quelque chose qui vraiment brosse tous les secteurs, qui vous intéresse tous potentiellement, alors en tant que, pas que victime, mais parfois aussi auteur, mais en tout cas, et citoyen. Consommateurs, parce qu'en fait on s'y retrouve tous. Vraiment vous remercier beaucoup et vous dire que c'est vraiment un sujet passionnant et je vous invite à écouter Benoît également qui intervient à de nombreuses conférences et il y en a une, je l'ai cité tout à l'heure, les journées économiques, vous pouvez encore revoir, dont le titre à Lyon qui était vraiment intéressante sur comment Trump dérègle concurrence et finance. Et sur notre site, on a notamment un guide de la concurrence à la destination des PME qui peut vous intéresser. Merci à tous. Je vous demande d'être attentifs au poste de la CCI parce que ce sera l'occasion de participer à de futures conférences. Puis je vous invite au vœu, j'en profite pour faire ma publicité, je vous invite au vœu de la CCI mi-janvier, qui est l'occasion de nous rencontrer tous et de partager à la fois un moment convivial et puis aussi un moment d'échange autour de l'ensemble des projets, que ce soit les nôtres ou les vôtres. Voilà. Un grand merci.